ça y est, on est là, tous, pour les 25 ans du Café Philo d'Ivry. Et on est bien contents, Gunther et moi, de vous accueillir ici, chez Alain, qui nous accueille avec ses repas et ses boissons goûteuses et ses repas festifs, qui nous accueille ici pour le Café Philo d'Ivry tous les mois, le 3e vendredi du mois. Alors on est vraiment contents parce que 25 ans, un quart de siècle d'existence de ce Café Philo qui est né en 1998 rue Brossolette, au café-restaurant chez Nicole et Camille, et qui a émigré de chez Nicole et Camille, rue Brossolette à Ivry, chez Alain, en 2013. Donc nous sommes ici depuis 2013. Alors nous sommes heureux également d'accueillir ici Christian et Britt de la revue Rencontres et Débats qui nous permettent, grâce à la sono et grâce au micro, qui vont permettre que les débats soient audibles et compréhensibles pour tout le monde. On avait décidé de faire ce Café Philo, cet anniversaire des 25 ans du Café Philo d'Ivry, sur le thème du sens de l'humour chez Descartes, en septembre dernier. Et puis nous sommes en octobre, et en octobre, en France, il y a des troubles, une situation difficile pour nous, en ce sens, enfin pour moi, et je pense aussi pour Gunther, qui hoche la tête, en ce sens que, eh bien, il vient d'y avoir l'assassinat revendiqué au nom de l'État islamique d'un prof de lettres, comme vous savez, Monsieur Bernard, Dominique Bernard, et 2 ans après l'assassinat du prof d'histoire Samuel Paty. Et cela nous affecte, en tout cas, nous affecte beaucoup, car des profs de l'école publique laïque en France, dans notre démocratie, ce sont des individus qui ont à cœur de transmettre des connaissances, du savoir, de la culture et des éléments pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Alors on a quand même décidé de maintenir ce thème du sens de l'humour chez Descartes que nous a proposé Pierre Kleitman, comédien, philosophe, et parce que finalement la discussion après la réflexion, ou la réflexion après la discussion, et en tout cas après la conférence dite extravagante, qui n'est pas d'usage régulier, qui est à côté des normes, eh bien cette discussion va nous permettre peut-être de prendre en compte ce qu'il faut que nous prenions en compte pour bien vivre, coexister ensemble, peut-être. Alors voilà pourquoi
Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et on est évidemment aussi heureux d'avoir ici présent un photographe et un journaliste d'Ivry, ma ville, qui, tous les mois, indique l'existence du Café Philo d'Ivry. Voilà, merci à vous d'être venus et merci à vous tous d'être là. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je n'ai oublié personne. René Descartes est né le 31 mars 1596 dans le petit village de La Haye en Touraine et il est mort à Stockholm en Suède le 11 février 1650 des suites d'un refroidissement au petit matin, entre 5 et 6 heures du matin. Pendant longtemps, à part ces deux dates qui me permettaient de le situer historiquement, je n'ai su de lui que très peu de choses. À vrai dire, je n'ai su de lui qu'une chose, une phrase, une seule et unique phrase, la première phrase du discours de la méthode. Mais cette phrase a joué dans ma vie un rôle tout à fait crucial. J'ai abandonné des études de philosophie, qui s'annonçaient pourtant brillantes, afin de me présenter beaucoup plus tôt que prévu et sans diplôme sur le marché du travail. Donc, cette première phrase aurait été pour moi en termes d'orientation, ou si vous préférez de désorientation décisive, ce qui explique qu'elle se trouve encore gravée dans ma mémoire intacte, sans la moindre ride, comme au premier jour. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Le bon sens est la chose du monde le mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Voilà, ma conférence est terminée. Cette première phrase m'est apparue d'emblée si drôle, si lumineuse et surtout si vraie, que pendant des années, une bonne dizaine d'années au moins, je ne suis pas allé plus loin dans la lecture du texte, de peur, j'imagine, d'être déçu. Mais la véritable déception, celle qui a décidé de l'abandon de mes études, elle s'est produite à la rencontre des autres premières phrases. Je veux dire des premières phrases des autres philosophes, qui, loin d'être aussi drôles ou lumineuses, se caractérisaient, à mes yeux de l'époque, comme plus ou moins obscures, certes, mais toujours ou presque incompréhensibles. Et quand je me suis aperçu, après avoir lu l'intégralité des premières phrases disponibles en librairie au rayon philosophie, quand je me suis aperçu donc que cette première phrase était unique en son genre, ne ressemblait à rien de ce qui s'écrivait ailleurs, était par conséquent, pour ainsi dire, seul au monde des premières phrases, je décidai de l'adopter, aussi étrange que cela puisse paraître, en tant que première phrase de compagnie. Je l'ai donc apprise par cœur, pour qu'elle ne se sente plus jamais seule, et nous avons quitté l'université ensemble, avec, en ce qui me concerne, et aussi me conserve, et parfois même me consterne, la satisfaction d'avoir terminé mes études sur une bonne action. Aujourd'hui, afin de vous permettre de juger sur pièce, je voudrais vous lire quelques-unes de ces premières phrases que j'évoquais à l'instant. On a un petit paquet, là. Je vais vous les lire d'ici. Je suis mieux là-bas quand même. C'est vrai, il fait chaud. Je suis près des boissons. Ah ben voilà. Alors, en voici une de Heidegger, que j'ai traduite moi-même de l'allemand à l'époque parce que je maîtrisais assez bien l'allemand. L'étang que nous avons pour tâche d'analyser, nous le sommes à chaque fois nous-mêmes. L'être de cet étang, ETANG bien sûr, pardon, ETANT, étant chaque fois mien, et dans son être-là, l'étang de cet être se rapportant de lui-même à l'être-là de son étang. Vous voulez que je répète? Oui. En voici une de Hegel. Le savoir qui d'abord ou immédiatement est notre objet ne peut être rien d'autre que celui qui est d'abord à lui-même savoir immédiat, à savoir savoir de l'immédiat ou de l'étang. Toujours ETANT, bien sûr. D'après Schopenhauer, qui avait suivi dans sa jeunesse quelques cours magistraux donnés par Hegel à l'université de Berlin, je vous
dirai pas, et avec lequel il allait prendre de temps en temps une petite bière qu'il buvait dans sa Schopenhauer, parce que je vous ai déjà fait cette astuce la dernière fois. Comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et donc on ne rit jamais deux fois à la même plaisanterie. Fin de citation. Donc d'après Schopenhauer, mais là par contre c'est tout à fait vrai, Hegel ne comprenait d'ailleurs pas vraiment lui-même ce qu'il écrivait, ni même parfois ce qu'il disait. Là je cite vraiment Schopenhauer. Et il chargeait ses élèves, les élèves de ses élèves, ainsi que les enfants, petits-enfants, voisins et collatéraux de ces derniers, de la tâche ingrate et colossale d'effectuer à sa place le travail d'élucidation nécessaire à toute compréhension. Il se déchargeait ainsi sur le lecteur ou l'auditeur d'une tâche qui appartient normalement à l'auteur. Ce qui, entre parenthèses, expliquerait la prolifération et surtout l'incroyable diversité des différents systèmes philosophiques qui par la suite ont pu se réclamer de Hegel. Je pourrais vous lire encore d'autres phrases de Spinoza, par exemple, qui m'a beaucoup fasciné par sa brièveté énigmatique. Tout ce qui est ou bien en soi, ou bien en autre chose. C'est magnifique. C'est bref, et il y a de l'humour. Pas autant que chez Descartes. De Leibniz, oui, bon là, il n'y a rien à dire. Ah, Kant, Emmanuel. Là, c'est gratuit. Le qui? Alors, les Emmanuels ont toujours un goût prononcé pour la philosophie un peu complexe. Il est difficile de distinguer l'action que l'on fait conformément au devoir de celle que l'on fait par devoir lorsque l'action que l'on fait est conforme au devoir. Donc, il y a une petite explication que j'avais notée, je ne sais plus de qui elle est d'ailleurs. Un petit commentaire explicatif. Ah, il est facile ça. Ah oui, oui, exactement. De Hegel, justement, le petit commentaire explicatif. Alors, de Fichte, grand philosophe de la première moitié du XIXe siècle. Henri Bergson, le style fluide de Bergson. Maurice Merleau-Ponty, adversaire et néanmoins ami de Sartre. Jacques Derrida, le père de la déconstruction que le monde entier nous envie. Michel Serres et Luc Ferry. Mais on risquerait d'y passer la soirée sans forcément approfondir, ni même peut-être aborder la question du sens de l'humour chez Descartes. Alors je préfère en revenir à la première phrase du discours de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Le bon sens pour Descartes, c'est important de le préciser, c'est cette faculté innée de juger librement qui nous permet de distinguer le vrai du faux et donc tout simplement d'avoir un avis quelconque. Et même parfois, il faut bien le dire, très quelconque. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Eh bien, j'estime, mesdames et messieurs, que René Descartes, comme la plupart d'entre nous, a dû se trouver un jour ou l'autre confronté à l'arrogance, si donnée à supporter, de ce tout un chacun qui pense, je le cite, en être si bien pourvu, ainsi qu'à la prétention non moins insupportable de l'un de ceux, probablement aussi nombreux puisque ce sont les mêmes, qui sont, je le recite, les plus difficiles à contenter en toute autre chose. Et il a dû se dire, Descartes, que dans ce genre de situation, on a apparemment le choix qu'entre deux attitudes également insatisfaisantes. Soit protester en s'indignant, avec tous les risques notamment physiques que cela comporte, soit faire comme si de rien n'était, prendre sur soi, en un mot, s'écraser, avec cette fois des blessures plus ou moins graves, mais d'amour-propre. Et il n'y aurait pas moyen, apparemment, de s'en sortir autrement. Eh bien si, répond Descartes, justement, il y a moyen. Il faut pour cela commencer par donner à la prétention toute la considération qu'elle mérite, et qu'elle exige aussi d'ailleurs, c'est-à-dire la prendre au mot, à la lettre, voire au pied de la lettre, puis inventer un procédé, une méthode, d'où le titre choisi par Descartes de Discours de la méthode, qui non seulement va l'empêcher de nuire, mais saura nous la rendre utile et même, qui sait, agréable.
Ça va jusque-là? Parfait. Le défi, vous le voyez, est gigantesque. Car elle est immense, la foule de celles et de ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose. Foule bruyante, vindicative, jamais satisfaite parce qu'elle en veut toujours plus, et qui tient d'autant mieux le haut du pavé qu'elle a appris dans son jeune âge à bien le balancer, tout en sachant pertinemment qu'on ne peut rien lui opposer de valable. Car que pourrait-on proposer de valable à toujours plus? Toujours moins ou jamais plus? Ou jamais moins? Ou tantôt plus, tantôt moins? Ou ni plus ni moins? Ou même, pourquoi pas, jamais de la vie? On voit qu'il est difficile d'opposer à toujours plus un slogan fédérateur unique, donc efficace. Il est également inutile, et même je dirais contre-productif, de s'indigner des excès de toujours plus au nom d'une morale ou d'un idéal quelconque, en prônant par exemple un partage, un transfert des surplus de toujours plus en direction des sous-moins de jamais moins. Toute indignation, aussi vertueuse soit-elle, ne pourra que réjouir les partisans de toujours plus, en les confortant dans une attitude d'autant plus prétentieuse que leur supériorité paraîtra de la sorte moins affectée. C'est un peu complexe. Que nous reste-t-il, on va aller dans le concret, que nous reste-t-il comme moyen de nous en sortir autrement? Eh bien, il nous reste deux possibilités, ou si vous préférez deux arts, l'ironie et l'humour. Avant de voir celle que Descartes a choisie, essayons de les distinguer concrètement l'une de l'autre. Un chef de bureau rentre plutôt que prévu d'un congé de formation au Qatar ou en Auvergne. Soyons plus modestes, en Auvergne. Et il trouve sa secrétaire Marlène en train de fumer un pétard avec le coursier nouvellement engagé dans un désordre indescriptible et au son d'une musique également indescriptible émanant de deux enceintes acoustiques de 1200 watts au maximum de leur puissance. Voici ce que le chef de bureau pourrait dire avec ironie. Bravo Marlène. Je suis ravi de voir l'ordre, la propreté, la tranquillité qui règne dans ce bureau lorsque je m'absente plus d'une journée. Je suis sûr que monsieur le directeur sera ravi comme moi de voir à quel point la confiance que vous avez mise en vous était bien placée. Voici ce que le même chef de bureau pourrait dire avec humour. Bravo Marlène. Vous avez réussi à transformer l'ambiance un peu froide et stérile de ce bureau pour l'humaniser et en faire en quelque sorte un lieu de vie et même, je dirais, un espace citoyen bien en phase avec les réalités socioculturelles d'aujourd'hui. Je vous félicite en particulier de chercher à intégrer les nouveaux membres du personnel en vivant avec eux autre chose que de strictes relations de travail. Autre exemple. Imaginons que ce soir, chez Alain, au lieu de ce public si nombreux que j'ai en face de moi, une ou deux personnes seulement se soient déplacées pour venir entendre parler du sens de l'humour chez Descartes. Voici ce que j'aurais pu leur dire avec ironie. La présence d'un public aussi nombreux prouve, s'il en était encore besoin, que chez Alain, dès qu'on se met à parler philosophie, on fait recette. Voici ce que j'aurais pu leur... Désolé, Alain, j'ai fait de l'humour sur toi, l'ironie. Voici ce que j'aurais pu leur dire avec humour. Ce public de qualité prouve par sa simple présence, ici et maintenant, hic et nunc, combien est encore vivace chez Alain, et plus généralement à Ivry-sur-Seine, la tradition humaniste, jadis incarnée entre autres par Montaigne, Balthazar Castiglione, célébrant le plaisir aussi rare que subtil, de se retrouver entre quelques amis également rares et subtils, pour une conversation à bâton rompu, loin, très loin même des bavardages de la foule et des préoccupations ineptes du vulgaire. Bien sûr, ironie et humour ne sont pas des domaines totalement séparés. Il y a des passerelles et la différence est parfois difficile à saisir. Néanmoins, elle existe. On pourrait dire, et là je reprends à mon compte la définition classique du linguiste Henri Morier, on pourrait dire que l'ironie juge le réel au nom d'un idéal et qu'elle est soutenue dans ce jugement par une espèce d'indignation pouvant la conduire à nier la réalité
et à faire comme si l'idéal était réalisé sous ses yeux, là, en dépit du réel. Par exemple, dire « c'est du propre » à un enfant qui vient de tacher sa chemise. Alors que l'humour, en cas de tâche, dirait plutôt « ta chemise t'appartient maintenant vraiment, tu as mis ta marque dessus, tu risques moins de te la faire voler ». L'humour ne substitue donc pas l'idéal au réel, il essaie plutôt de réconcilier les deux, en trouvant par exemple que le réel contient déjà une bonne dose de lessive, enfin je veux dire une bonne dose d'idéal, une dose en tout cas suffisante et même parfois, on le remarque tous les jours, une overdose. Mais revenons à la première phrase du discours de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être aussi bien pourvu que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Je sais même plus ce que je voulais vous raconter. Oui, j'étais en train de parler de la différence entre ironie et humour. Mais alors que l'ironie, avec son c'est du propre, garde toujours un petit côté sévère, et même, je dirais, missionnaire, l'humour, quant à lui, est en général dépourvu de sévérité, et plus encore de missionnariat. Mais il n'adopte pas pour autant la position du démissionnaire. Cette spirituelle revanche de l'ex-colonisé, si séduisante par certains côtés et un peu moins par d'autres. Non, il se situerait plutôt dans un espace assez étroit entre le missionnaire et le démissionnaire. L'espace justement du clin d'œil. Clin d'œil initial comme dans le discours de la méthode, ou final, ou situé quelque part, c'est-à-dire plus ou moins dans le vif du sujet, ou alors à titre posthume, donc hors sujet. Notons cependant que l'humour n'a pas grand-chose à voir avec le clin d'œil systématique, très en vogue de nos jours, et qui ne saurait conduire qu'à un obscurantisme bien évidemment unilatéral, autrement dit toujours de biais, mais quand même dans le mur. Et qu'il aurait plutôt à voir, si je puis dire, avec le clin d'œil artisanal, le one-shot, qui réussit de temps à autre et presque par surprise à nous faire signe. L'humour en serait comme l'écho à peine sonore, la très légère articulation verbale, le chant secret, notre chant du signe. C'est pas encore tout à fait fini. Ça pourrait, je pourrais. Là. Mais voilà qui pourrait nous inciter. Je vais reprendre le micro parce que ça fatigue quand même là. Mais le micro à main. Est-ce qu'il faut rebrancher un truc ou pas? C'est bon là, c'est bien. Ouais, parce que ça fatigue. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a 20 ans, j'aurais fait ça sans problème, à l'éclage. Avec le temps, va. Donc l'histoire du mot humour se confond avec une histoire un peu trouble, d'import-export de liquide, et même de spiritueux, entre la France et l'Angleterre. Au départ, au Moyen-Âge, on a le mot français humeur, tiré du latin humor, qui désigne les liquides circulant dans le corps, et plus précisément les 4 fluides majeurs de la médecine traditionnelle, le sang, la bile, l'atrabile ou bile noire, et le flegme, autrement dit la lymphe. Au XIIIe siècle, ce mot humeur est exporté en Angleterre. Oui, sans problème, le Brexit n'était pas encore à l'ordre du jour. Et là, devenu humours, il va plutôt désigner les 4 tempéraments basés sur la prédominance de l'une des 4 humeurs. On aura donc le tempérament sanguin, le bilieux ou colérique, l'atrabilaire ou mélancolique, l'atrabilaire ou mélancolique, et last but not least, le phlegmatique. Au XVIe siècle, à l'époque élisabéthaine, ces humours vont monter sur scène et devenir au théâtre, notamment dans les pièces de Ben Jonson, des personnages de comédie totalement dominés par leur tempérament, par leur humeur, au point de faire rire, mais toujours à leurs dépens. Et puis un beau jour, l'un de ces humours, l'histoire n'a malheureusement pas retenu son nom, va trouver le moyen de ne plus faire rire à ses dépens. Bonsoir. Vous venez pour la conférence? Pas du tout. Ah. Non, mais sinon, je vais leur envoyer le texte. Alors donc, l'histoire n'a pas retenu son nom, il va trouver le moyen de ne plus faire rire à ses dépens. Comment va-t-il faire? Il va commencer par faire virtuellement un petit pas de côté comme ceci,
pour se situer, pour ainsi dire, légèrement en dehors de son tempérament, de son humeur. Puis considérer contre toute évidence, mais avec une obstination très british, que ce tempérament n'est au fond qu'un phénomène extérieur, une sorte de dommage collatéral, en anglais collateral damage, qui ne le concerne pas vraiment. Et il va cesser toute relation émotionnelle avec lui pour se mettre à cultiver, en attendant son petit jardin, le détachement. Voilà, en résumant et en simplifiant beaucoup, l'origine de ce qu'on appellera plus tard sens de l'humour, qui sera réexpédié en France à partir du XVIIIe siècle, mais en tant que création 100% british. Maintenant, si on demande pourquoi ce sont les Anglais qui ont été le lieu de cette transformation des humeurs pourquoi c'est l'Angleterre qui a été le lieu de cette transformation des humeurs en humour, ben, il faut évoquer bien sûr la géographie. L'idée que nos humeurs, donc des liquides, dessinent en quelque sorte les contours de notre personnalité, ne pouvait pas être mieux comprise et cultivée que dans une île qui n'existe elle aussi que dans des limites strictement dessinées par l'élément liquide, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut aussi évoquer l'histoire, car l'Angleterre post-élisabéthaine est en état de guerre civile et religieuse permanente, et elle cherche désespérément, en l'absence d'un pouvoir royal stable et efficace, le moyen de parvenir à la paix. Eh bien, ce moyen, ça va être l'humour. L'humour qui va réussir à désarmer les fanatismes de tout poil, aussi bien religieux que politiques, en s'en moquant et en menaçant de les traiter sur scène et à la ville comme des espèces de folies furieuses et surtout ridicules. Cette dissuasion par le ridicule permettant finalement de créer, en lieu et place d'un pouvoir central défaillant, une espèce de no man's land pacifique où les particuliers vont apprendre à faire patte de velours au lieu de se massacrer joyeusement. Mais pour jouer ce rôle à la fois dissuasif et modérateur, toutes les humeurs, tous les tempéraments ne se valent pas, loin de là. Le tempérament sanguin est souvent trop vif, le colérique trop explosif, le mélancolique, ça c'est le pire, à la fois tyrannique, possessif et dépressif, c'est donc le flegmatique qui va se charger de pacifier tout le monde. D'autant qu'il est plus souple, plus élastique, plus easy-going que les autres, donc mieux capable de s'effacer en souplesse, sans pour autant perdre son identité. Voilà pourquoi l'humour en tant qu'entreprise de pacification est d'abord et avant tout lié, tu m'entends pas? Est d'abord et avant tout lié au flegme. D'accord. Et puis le flegme, c'est aussi la plus humide des humeurs. N'oublions pas que dans la médecine traditionnelle, elle est liée à l'élément eau. Donc à ce point gorgée de liquide qu'elle ne peut plus en absorber la moindre molécule. Elle ne pourra et ne voudra donc pas, notre humeur flegmatique, littéralement, se mouiller. Bonsoir, eux ils sont mouillés. Elle ne pourra et ne voudra donc pas, notre humeur flegmatique, littéralement se mouiller. D'où son laconisme. Et aussi celui de l'humour, qui, lorsqu'il lui faudra quand même dire quelque chose, va recourir à l'understatement, autrement dit à l'euphémisme et à la litote. La litote étant, vous le savez, j'imagine, l'art de dire peu, et même très peu, pour exprimer pas forcément pas grand-chose. Vous pouvez par exemple faire traiter à tout bout de champ de tête de litote, n'en dire pas plus, mais n'en penser pas moins. L'humour est donc une forme originale de compromis, basée sur le tempérament flegmatique et l'usage de l'understatement, qui nous permet de vivre ensemble, sans avoir à céder devant la prétention d'autrui, et sans non plus chercher à lui imposer la nôtre. Quant à la relation entre l'humide et l'humour, elle aboutit paradoxalement à une telle sécheresse dans le propos qu'une vie entière, d'un point de vue humoristique, pourrait fort bien se résumer à la formule suivante: on liquide et on s'en va. Bon, ce minimalisme va d'ailleurs atteindre sa perfection, je dirais, classique, dans une variante inattendue d'understatement, la variante helvétique. Car la Suisse aussi, vous l'ignorez pas, est une île montagneuse, située au cœur de l'océan européen.
à 650 km à l'est-sud-est des côtes anglaises. Ce sont donc des navigateurs anglais, les touristes, qui l'ont découverte au tout début du XIXe siècle. Or, à peine débarqués, ces touristes se sont aperçus avec stupéfaction que les indigènes, les Helvètes, cultivaient dans leurs montagnes une variété locale d'understatement. Un understatement de haute altitude. Mais le paradoxe n'est qu'apparent, ma chère Britt. Car sur les étroits sentiers de haute montagne, le minimalisme s'impose. Tout geste inconsidéré peut vous précipiter dans le vide. Toute parole un peu forte déclencher une avalanche. Modération extrême du geste et du verbe, tel est donc le lot du montagnard, et tel est aussi celui de l'humour suisse. Voici comment fonctionne l'understatement qui en constitue le nerf, si je puis dire, moteur. Quand vous faites une excursion en montagne, il faut suivre l'itinéraire indiqué à la lettre, tout à fait à la lettre. Et sur les étroits sentiers de haute altitude, bien veiller à mettre ses pieds dans les traces de celui qui marche devant. Ses pieds dans les traces de celui qui marche devant. C'est donc en adhérant littéralement au pied de la lettre qu'on est sûr de parvenir à destination. Adhérer au pied de la lettre. Telle est bien la formule canonique, l'alpha et l'oméga de l'understatement suisse. Rien n'y est pris au second degré. Même le premier degré est déjà suspect. On lui préférerait un demi-degré, ou mieux encore un degré négatif, un degré en dessous de zéro. Voilà pourquoi l'humour suisse, l'amour suisse peut-être aussi d'ailleurs, l'humour suisse est d'abord et avant tout apprécié par l'étranger de passage, notamment le français, qui avec son habitude de tout prendre au second degré et plus si affinité, ne peut qu'être sidéré par des gens aussi obstinément concrets. Mais est-ce que les Suisses eux-mêmes perçoivent leur understatement comme fort d'humour? C'est difficile à dire. En tout cas, s'ils en retirent du plaisir, celui-ci est parfaitement dissimulé. Il y a là, à mon avis, une ambiguïté voulue, et peut-être encore mieux protégée que d'autres spécialités locales, comme le secret bancaire, qui n'est plus ce qu'il était de toute façon, et le secret un peu mieux conservé, semble-t-il, de la fabrication du délicieux fromage d'Appenzell. Vous connaissez peut-être. Je voudrais à ce propos vous raconter une petite anecdote, un léger incident dont j'ai été le témoin direct il y a quelques années dans un café de Bâle, qui est une ville suisse, comme vous le savez. Il est 9 h du matin, l'heure du casse-croûte, le nuni, comme on dit en balois, l'heure de la pause casse-croûte. Je suis assis à l'extrémité de l'une de ces longues tables rectangulaires en bois qui contribuent puissamment au charme un peu désuet du Hasenburg, le château lapin, un café typique de la vieille ville. À l'autre bout de la table sont assis deux hommes d'une quarantaine d'années, sans doute des ouvriers, des maçons travaillant sur un chantier voisin. Depuis un bon quart d'heure, ils se dévisagent, les yeux dans les yeux, bras croisés, sans toucher, silencieux, sans toucher qui a sa bière, qui a son café au lait. Soudain, l'un des deux lève la main droite devant lui comme pour dire quelque chose et renverse du même coup son verre de bière sur la table. Et il prononce alors les mots suivants que je vous traduis bien sûr du dialecte suisse-allemand. « Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, je me sens extrêmement nerveux. » L'humour a besoin du doute pour circuler. C'est Edmond Jabès, le grand écrivain franco-égyptien Edmond Jabès, qui l'écrit dans un poème. L'humour a besoin du doute pour circuler. Or, s'il existe parmi les philosophes un spécialiste du doute, un maître incontesté, un orfèvre en la matière, c'est bien sûr Descartes. Descartes avec son doute méthodico-volontaro-systématico-hyperbolique. Le doute, ça me connaît, aurait pu répondre Descartes si un journaliste de l'époque lui avait posé la question. Et il aurait certainement ajouté que ce doute n'est rien d'autre qu'une suspension. Une suspension
de l'ensemble de nos jugements portant sur la réalité des choses et de nous-mêmes. Or, cette suspension, qui dans le cas du doute cartésien, un doute méthodique, volontaire, exprime avant tout notre liberté, cette suspension se rencontre aussi bizarrement dans tout processus ou procédé humoristique. Car dans l'humour aussi, il y a bel et bien suspension. Suspension du point de vue normal, habituel au quotidien sur les choses, ou plus exactement des jugements implicites à l'œuvre dans le point de vue normal, habituel et quotidien sur les choses. Suspension par exemple de la croyance selon laquelle ces objets tout à fait normaux, habituels et quotidiens que sont les ustensiles de cuisine ne s'occupent pas de nous et seraient donc tout à fait indifférents à nos états d'âme. Faux, répond l'humoriste anglais Jerome Kage. Il existe dans chaque objet, surtout s'il est banal, donc ordinaire, un principe de contradiction qui le pousse à nous contrarier le plus possible quand par malheur nous avons besoin de lui. C'est l'exemple classique du réchaud de camping qui va refuser obstinément de faire bouillir l'eau juste au moment où nous avons très envie de boire du thé. Vous avez déjà connu cette expérience. Seule solution, traiter le réchaud avec le plus grand dédain, en disant clairement, à haute et intelligible voix, qu'on n'a pas du tout envie de boire du thé, mais plutôt une bonne bière bien fraîche. De dépit, le réchaud fera immédiatement bouillir l'eau, qui de son côté débordera au même moment, mais de rage. D'où, entre parenthèses, l'idée que la pensée positive, enfin soi-disant positive, n'est pas forcément le meilleur moyen de parvenir à ses fins, et qu'il est parfois plus efficace, vu le degré de perversité du monde dans lequel nous sommes contraints d'évoluer, de dire et répéter à qui veut bien l'entendre, y compris et surtout à soi-même, le contraire, ou mieux encore, tout à fait autre chose que ce que l'on souhaite réellement. Pour en revenir à ce que disait Jabès, Edmond Jabès, l'humour a besoin du doute pour circuler. Nous allons voir justement que c'est une suspension. Vous vous souvenez de cette phrase de Jabès, l'humour a besoin du doute pour circuler. Ça va être une suspension qui va rendre cette circulation possible. Une suspension à l'œuvre dans le doute comme dans l'humour et qui va s'exercer, je dirais, à deux niveaux. Au niveau tout d'abord de ce qu'on pourrait appeler la circulation extérieure, c'est-à-dire la capacité physique de se déplacer librement et d'arriver entier à destination, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, en évitant de se faire massacrer en chemin. La suspension du jugement mise en œuvre par le doute, nous permettant ici, face au danger potentiel représenté par autrui, c'est-à-dire, je vous le rappelle, ce tout un chacun qui pense en être si bien pourvu, d'échapper à l'alternative tout à fait funeste d'être ou son maître ou son esclave. Le doute nous invitant à ne pas conclure prématurément sur ce point crucial, et l'humour prenant opportunément la relève, en transformant par exemple une logique contraignante de type binaire, A ou non A, en une logique plus souple de type quaternaire, A, non A et non A, ni A ni non A. Ceux qui ont vu ma conférence d'il y a 3 semaines se rappellent la logique de Nagarjuna. A, non A et non A, ni A ni non A. Donc, exemple, A, c'est lui qui m'écrabouille. Non A, c'est moi qui l'écrabouille. A et non A, c'est lui et moi qui nous écrabouillons l'un l'autre. Ni A ni non A, ce n'est ni lui ni moi qui nous écrabouillons l'un l'autre. Conclusion, mesdames et messieurs, le doute permet à l'humour de se faufiler au lieu de finir sans aucun doute entre côtes. Bien. Après cette métaphore qui s'impose dans un restaurant, cette métaphore empruntée à la boucherie, je voudrais toujours, dans le cadre des rapports entre doute, suspension, humour et circulation, ouvrir une parenthèse consacrée à l'automobile. S'il est une voiture qui a fait et qui fait encore sourire par sa simple apparition, et qui est à ce titre un chef-d'œuvre d'humour, c'est bien sûr la 2 chevaux Citroën. Or, qu'est-ce qu'une 2 chevaux, sinon l'incarnation même de la suspension? La 2 chevaux n'est que suspension. Tout le reste, moteur, frein, embrayage, carrosserie, passager, conducteur, carburant, essuie-glace, est accessoire.
Incarnant ainsi la suspension, toute la suspension et rien que la suspension, la deux chevaux ne pouvait que susciter le doute sur son passage. Mais justement parce qu'elle ne tient à rien, justement parce qu'elle n'est que suspension, la deux chevaux ne tient à rien. Sauf à ce qu'elle perçoit, pour ainsi dire clairement et distinctement, en l'occurrence le macadam, le bitume de la route, auquel elle tient, et même adhère, ni trop peu, juste ce qu'il lui faut pour tenir la route, sans être retenu par elle, et arriver, défiant tous les pronostics, à bon port. Voilà pour la deux chevaux. C'est clair jusque-là? Bon, de toute façon, on pourrait poser des questions après. Alors, là, on avait vu la circulation extérieure. Abordons maintenant, toujours à propos de cet humour qui a besoin du doute pour circuler, la circulation intérieure. C'est-à-dire s'effectuant au sein d'un organisme, ensemble, ou un être lambda. Et là, nous allons retrouver l'origine étymologique du mot humour, c'est-à-dire les flux, les liquides et les humeurs. Comme le dit un poète de mes amis, c'est humoral, mais c'est comme ça. Il faut toujours en revenir aux humeurs, c'est humoral, mais c'est comme ça. Au sein donc d'un système ensemble ou organisme lambda, la suspension du jugement mise en œuvre par le doute crée, grâce à une sorte de phénomène d'aspiration, du vide. Du vide. Un vide finalement salutaire, et même je dirais sanitaire, puisqu'il désobstrue, désentrave, désencombre, ouvre de nouveaux espaces, de nouvelles relations, de nouveaux embranchements à la circulation des flux, des liquides, des humeurs, autorisant ainsi des déplacements inattendus, déplacements qui impulseront à leur tour une vie nouvelle, avec davantage d'énergie et de plaisir au système, à l'ensemble, ou à l'organisme lambda tout entier. C'est un peu abstrait, je vais essayer de concrétiser ça. Il y avait dans la Chine ancienne, à l'époque historico-mythique de l'empereur Fuyi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui aurait vécu aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ, et serait mort, dit-on, plus ou moins à la même époque, il y avait un homme qui aimait passionnément les singes, au point de comprendre et même de parler leur langue, et de nourrir plusieurs centaines de singes qui vivaient en liberté sur son domaine, car c'était un propriétaire terrien assez riche. Or, à la suite d'une série de mauvaises récoltes, il dut se résoudre, la mort dans l'âme, à diminuer la quantité de nourriture qu'il leur attribuait. Il réunit donc un beau jour tous les singes devant lui, il leur dit « À partir de demain, chacun d'entre vous recevra 3 noix le matin et 4 noix le soir. » En hurlant, sifflant, crachant de colère, les singes unanimes refusèrent tout net sa proposition. Alors il réussit tant bien que mal à les calmer, il leur dit « Bon, d'accord, ça va, j'ai compris. À partir de demain, chacun d'entre vous recevra 4 noix le matin et 3 noix le soir. » Bravo, s'exclamèrent en chœur les singes, et ils s'en allèrent tout heureux d'avoir obtenu gain de cause. Autre exemple. Il est 3 heures du matin, cette fois après Jésus-Christ, et même bien après Jésus-Christ. Dans le petit village d'Okiniów, situé près de Varsovie en Pologne, tout le monde dort. Tout le monde sauf Itzhak Zilberstein, qui se tourne et se retourne en gémissant dans son lit sans parvenir à s'endormir. Mais que se passe-t-il? Lui demande avec inquiétude Raya, sa femme. Il se passe que je dois 3000 roubles au voisin. Oui, à l'époque, la Pologne appartenait à l'Empire russe. Que je dois 3000 roubles au voisin, que j'ai promis de lui rendre demain et que je ne les ai pas. Mais c'est pas grave du tout, lui dit sa femme, ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. Elle se lève, va à la fenêtre, ouvre la fenêtre et à travers la fenêtre, elle crie « Oh, le voisin, oh !» Au bout d'une minute ou deux, on entend la fenêtre du voisin qui s'ouvre et une voix ensommeillée qui dit « Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que mon mari n'a pas les 3000 roubles qu'il devait vous rendre demain. » Là-dessus, elle ferme la fenêtre et dit à son mari « Maintenant tu peux dormir, c'est lui qui ne dort plus. » Donc, après ces 2 exemples de déplacements inattendus, se traduisant dans le premier cas par un gain de cause et dans le second par un gain de sommeil, je vais vous donner encore
Un autre exemple de déplacement inattendu, qui va se traduire cette fois, au final, par un gain de savoir et peut-être même de sagesse. Je l'ai trouvé dans le journal intime de Jules Renard, en date du 14 avril 1889. Ça tombe bien, c'est mon anniversaire. Quand je voyais mon frère se promener d'une fenêtre à l'autre, voûté, les mains derrière le dos, silencieux, le regard profond, je me demandais à quoi pense-t-il? Aujourd'hui, je le sais par moi-même, qui me promène comme lui, avec son air, et je peux répondre en toute certitude à rien. Donc, pour résumer, la suspension de la façon habituelle de voir les choses, en créant du vide, favorise les déplacements inattendus. Lesquels déplacements, qu'est-ce qu'ils vont faire ces déplacements, vont créer une vie nouvelle avec davantage d'énergie et de plaisir, en débloquant une énergie. Énergie qui est auparavant précisément utilisée pour maintenir la façon habituelle de voir les choses. Cet afflux d'énergie jusque-là bloqué, on va se dire remise en circulation, va créer un gain de plaisir. Par exemple, un gain de cause, de savoir, de sommeil ou de sagesse, et par identification du lecteur ou de l'auditeur avec les personnages de l'histoire qui lui est lu ou raconté, un gain de plaisir par procuration, le plaisir humoristique. Dans 10 minutes, je raconte l'histoire du restaurant dont je te parlais. Or, ce gain de plaisir par procuration que nous apporte l'humour, Descartes, qui est un partisan résolu, donc méthodique du moindre effort, veut le trouver partout. Partout où il y a du savoir. En réduisant le complexe au simple, le qualitatif au quantitatif, et surtout en construisant un modèle de la réalité uniquement composé d'idées claires et distinctes, pouvant se déduire très facilement les unes des autres. Car aux yeux de Descartes, et aussi paradoxal que cela puisse nous paraître, comprendre doit exiger moins d'efforts que ne pas comprendre. Vous comprenez? Comprendre doit exiger moins d'efforts que ne pas comprendre, et procurer par conséquent davantage de plaisir. Il n'y a donc pas lieu, là j'ouvre une parenthèse, de remercier quelqu'un de sa compréhension, puisque tout le plaisir aura été pour lui, en tout cas d'après Descartes. Ou pour eux, s'il s'agit d'un merci de votre compréhension collectif, adressé à la cantonade, par exemple aux passagers d'une rame de TGV, à la fin d'un message d'information, les informant qu'ils vont rester bloqués en race campagne sous un soleil de plomb, suite à un colis déposé sur la voie à 400 km de là, pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension. Et pour en revenir à Descartes, il est clair que nous assistons chez lui à la genèse d'une conception quasi humoristique de la connaissance. Prenons la physique cartésienne, par exemple. Elle est fondée tout entière sur le principe d'inertie. Tout corps est, par définition, animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement qu'il poursuit indéfiniment et imperturbablement, sans modifier d'un iota sa trajectoire, jusqu'à ce qu'il croise la trajectoire d'un autre corps, inerte et imperturbable comme lui, et qu'un choc éventuel avec cet autre corps le fasse changer de direction. Nouvelle direction qu'il va suivre, jusqu'à ce qu'un autre choc avec un autre corps le dérange de nouveau, et ainsi de suite à l'infini, ou plutôt indéfiniment, et toujours imperturbablement. Imperturbablement, et du coup je ne sais même plus ce que je voulais dire. À force d'être imperturbable, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je lui ai pas encore dit? Ah oui, c'est ça. On voit qu'avec ce principe d'inertie, Descartes introduit au cœur des choses un je ne sais quoi de flegmatique. Car l'inertie, ce n'est rien d'autre que l'understatement du mouvement. Et le principe d'inertie représente alors un point de vue potentiellement humoristique sur le fonctionnement de l'univers. Une vision, je dirais, Buster Keatonienne de la nature des choses. La physique cartésienne nous conduisant à penser qu'au fond de chaque chose, de chaque être, de chaque situation, il y aurait de l'inertie, donc du flegme, donc de l'humour. Une dose peut-être au départ infinitésimale, mais qui ne demande qu'à être exploitée. Une particule élémentaire d'humour, à côté de l'électron, du proton, du neutron, du méson, du boson,
des neutrinos et autres quarks. Eh bien, nous allons le vérifier maintenant à un autre niveau, en quittant le domaine des particules, pour aborder celui de l'homme. L'homme avec ou sans particules, d'ailleurs. C'est-à-dire, tu copies tout ce que je dis, là? Tu prends des notes? Je t'ai interrompu. Non, non, j'ai jamais dit que tu m'avais interrompu, mais je suis vraiment impressionné. Ne m'interromps pas. Ah, ben je t'interromps pas, tu peux m'écrire même quand je te parle, parce que tu écris quand moi je parle. C'est notre greffière. Ah d'accord, très important. Non, en fait, je t'ai parlé parce que j'avais complètement oublié ce que j'allais dire, donc ça m'a fait. Oui, c'est ça. On va quitter l'homme pour aborder l'homme selon Descartes, c'est-à-dire l'homme constitué comme union de l'âme et du corps, de l'âme et du corps. Tu vois, de l'âme 100% pure pensée avec le corps 100% pur et plus ou moins dur étendu. Donc, selon Descartes, tous les mouvements du corps humain, y compris les plus complexes, les plus subtils, les plus élaborés, les plus alambiqués, tous ces mouvements peuvent s'expliquer de façon purement mécanique, sur le modèle de ces automates hydrauliques qui font leur apparition en Europe au XVIIe siècle. Car l'homme, pour Descartes, est un automate. Un automate extrêmement sophistiqué, certes, puisque c'est Dieu en personne qui l'a créé, mais un automate quand même. Et justement un automate hydraulique, car composé à 70% d'eau, avec une circulation, c'est nos humeurs, avec une circulation qui s'autopropulse par une circulation interne de ces humeurs à travers un jeu complexe de valves, de tuyaux et de clapets, le tout étant régi par des lois strictement mécaniques, dont le désormais fameux principe cartésio-buster-keatonien d'inertie. Et même l'âme qui est pourtant 100% pure pensée, l'âme n'échappe pas complètement, du fait de son union avec le corps, durer une vie forfait compris, à ce mécanisme généralisé. C'est un peu abstrait tout ça, je vais concrétiser. En plaçant de la sorte le mécanique au cœur du vivant, Descartes rencontre avec 3 siècles d'avance une autre pointure de la philosophie française, Bergson. Bergson qui lui aussi va mettre en rapport le mécanique et le vivant, mais c'est pour mieux souligner leur incompatibilité, je dirais, viscérale. Incompatibilité qui pour Bergson est d'ailleurs source de comique, puisque le comique pour lui n'est rien d'autre, vous connaissez peut-être cette citation, que du mécanique plaqué sur du vivant. Et c'est là que la différence essentielle avec Descartes saute aux yeux. Car Descartes ne plaque pas le mécanique sur le vivant, il le place au cœur du vivant. Et le mécanique s'y trouve si bien placé qu'il s'y sent en réalité comme chez lui. Voilà. On pourrait dire que quand le mécanique est bien placé, comme chez Descartes, c'est le vivant qui se dévoile, alors que quand le mécanique se sent plaqué, comme chez Bergson, c'est que le vivant a mis les voiles. Et là, a mis les voiles, les amis. Et là, je vais raconter une histoire, mais je voudrais vraiment que Alain puisse l'écouter. Alain, est-ce que tu crois que tu peux écouter cette petite histoire de 3 minutes? Parfait. Donc, c'est encore un incident dont je n'ai pas été le témoin direct, mais je le tiens d'une source relativement fiable. La scène se passe dans un restaurant parisien, pendant la terrible canicule de l'été dernier. Un client se lève de table, va voir le patron et lui dit « Écoutez, est-ce que vous pourriez couper la climatisation, s'il vous plaît ? J'ai un léger courant d'air sur la nuque, j'ai la chair de poule, je frissonne, c'est extrêmement désagréable. Pourriez-vous, s'il vous plaît, couper cette climatisation ?» Mais bien sûr, pas de souci, lui répond le patron avec un grand sourire. Un quart d'heure après, le même client se relève, va voir le patron et dit « Excusez-moi de vous déranger de nouveau, mais là, sans la clim, c'est insupportable. La chaleur des cuisines, la chaleur de l'extérieur, la chaleur des plats, on se croirait dans un four, on étouffe. Il fait, je sais pas, il fait au moins 60 degrés. Remettez cette clim, je vous en conjure. » Le patron lui dit « Mais pas de problème, on s'en occupe tout de suite. » Un quart d'heure après, le même client revient et dit « Vous allez me prendre pour un abruti, mais je suis extrêmement sensible au moindre changement de température. Et là, avec cette clim qui remarche de nouveau, je suis désolé, je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, je suis en train de m'enrhumer, d'attraper une grippe, une angine, un pneumothorax, une pneumonie. Coupez cette clim, je vous en conjure. » 10 minutes après, mais le patron, bien sûr, dit le patron avec un grand sourire, aucun problème, on s'en occupe tout de suite.
10 minutes après, parce que là ça s'accélère, le même client se lève, alors le patron dit non, mais là, c'est terrible, sans la clim, je serais dans un sauna ou un hammam, je sue tout le haut de mon corps, ça coule dans l'assiette, ça dégouline dans l'assiette, je me déshydrate à la vitesse grand V, je me transforme en momie par cheminée, remettez cette clim, je vous en conjure. Monsieur, dit le patron avec un grand sourire, aucun problème, on s'en occupe tout de suite. Et le manège se poursuit de la sorte pendant 2 heures. Le client revient sans arrêt à la charge et le patron garde toujours son calme, son sourire et son sang-froid. Au bout des 2 heures, un autre client se lève, va voir le patron et dit « Écoutez, ça fait 2 heures que je vous observe, je dois dire que je vous admire. Comment faites-vous face à un abruti pareil pour garder votre calme, votre sang-froid et surtout votre sourire? C'est pas possible, vous devez avoir un secret. » « Oui, dit le patron, effectivement j'ai un secret. Et c'est quoi votre secret? Je n'ai pas de climatisation. Donc, le secret du patron dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas de climatisation. Autrement dit, qu'il n'a pas l'air conditionné. Mais le secret de son sourire, ce n'est pas de ne pas avoir l'air conditionné. Ce n'est pas non plus, bien évidemment, de l'avoir, puisqu'il ne l'a pas. Donc, le secret du sourire du patron, c'est très précisément d'avoir l'air conditionné, mais sans l'avoir. Et si maintenant nous élargissons le débat en considérant la portée plus générale de l'anecdote, alors il est clair que le patron de restaurant dans cette histoire, c'est vous et moi. Autrement dit, tout un chacun. Puisqu'en chacun de nous, il y a, qu'on le veuille ou non, à boire et à manger. Le client qui revient sans arrêt à la charge, c'est bien évidemment autrui, qui n'a de cesse sa vie durant, et même parfois au-delà, de nous importuner. Quant au sourire du patron, il exprime, je dirais, tout simplement son sens de l'humour, donc celui de chacun de nous, et par la même occasion, très probablement, celui de René Descartes. Dans ces conditions, il n'est pas interdit de penser que le secret du sens de l'humour en chacun de nous, comme chez Descartes, consiste à avoir l'air d'avoir l'air conditionné, mais sans l'avoir. Et en espérant que tout le plaisir n'aura pas été que pour moi, je vous remercie quand même de votre compréhension. Alors, il y a probablement des questions, ou peut-être c'est toi qui maintenant qui prend le relais, la relève. Oui, je vais poser 2 questions. Vas-y. Ou plutôt faire 2 remarques. Moi, ce qui me plaît dans cette conférence, dont je n'ai pas tout entendu, étant donné le contexte, ce qui me plaît dans cette conférence, c'est qu'il y a un éloge de Descartes, et même un double éloge de Descartes. D'abord, un éloge de Descartes qui valorise la raison, qui valorise la connaissance scientifique, qui valorise la capacité universelle chez tous les humains à connaître tout, l'univers, l'homme, les vivants, les humains, les vivants non humains, etc., etc. Et cet éloge de Descartes, avec la première phrase du discours « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », eh bien cet éloge est intempestif aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une mise en question de la connaissance scientifique, des Lumières, de la raison, de la capacité universelle à connaître et à raisonner et à rationaliser. Et cela, pour moi, c'est important. Donc, cet éloge de Descartes qui dit « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » se termine dans la 6e partie du discours de la méthode par ce bon sens qui est la chose du monde la mieux partagée, l'intelligence rationnelle peut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Or, aujourd'hui, se développent des idéologies et des philosophies qui, justement, mettent en question ce peut nous rendre
comme maître et possesseur de la nature. Et on dit de Descartes, oui, c'est Descartes qui valorise la raison et dévalorise le corps, les émotions, etc., les sentiments, etc. Et c'est Descartes qui nous a conduits à la perte de l'univers, puisqu'il nous emmène à vouloir tout rationaliser et ne pas écouter nos affects, nos passions, etc. Or, Descartes, dans la 6e partie du discours de la méthode, après avoir commencé à dire dans la première partie la raison et le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, peut nous conduire à nous rendre comme maître et possesseur de la nature et non pas à nous rendre maître et possesseur de la nature. Comme. Donc ce premier éloge de Descartes et de la raison, du bon sens qui est le mieux partagé, je trouve qu'il fallait le faire, il faut le faire aujourd'hui. Le deuxième éloge que fait Kleitman par rapport à Descartes, c'est que Descartes nous enseigne finalement en nous disant que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée et que c'est ce bon sens qui nous permet de faire en sorte que les autres qui en sont effectivement dépourvus mais font comme s'ils en avaient, eh bien c'est un éloge de l'humour qui prend au mot la prétention de chacun pour l'empêcher de vivre. Parce que l'humour, c'est pas l'ironie. Comme tout à l'heure, Pierre Kleitman et Gunther disent « Ah bon, t'écris tout ce que je dis ?» Et Gunther qui continue « Ah bon, mais c'est notre greffière, c'est de l'ironie. L'ironie méchante. Ce n'est pas de l'humour. L'humour généreux qui effectivement s'appuie sur la prétention de chacun, à avoir raison, en lui disant, eh bien peut-être que tu as raison, et en faisant effectivement ce que Pierre Kleitman a mis en évidence, de l'humour. Tout le monde a de la raison, comme toi. L'humour est généreux, l'ironie est méchante. Moi, je n'ai pas d'humour, mais je ne veux pas être ironique. Et en ce sens, le double éloge de Descartes, je dis oui. C'est-à-dire que le café philo, sa faiblesse et sa force et sa faiblesse, beaucoup est improvisé. On n'a absolument pas prévu comment on va faire. Est-ce que c'est un café philo sur Descartes, sur l'humour, sur ce que tu as dit, ou est-ce que, et puis est-ce que c'est un café philo, c'est-à-dire est-ce que on parle de ce que nous avons vu et entendu, et c'est Pierre qui finalement est interrogé et qui commande ce qu'il a fait. Donc moi pour moi en tout cas, c'est la philosophie, c'est élucider notre existence, c'est-à-dire on est un peu, comme disait Kant, un concept sans expérience, il est vide, et une expérience sans concept, elle est aveugle. Donc on essaie d'ouvrir un peu les yeux, en les avant ouverts plus en sortant, et les oreilles. C'est-à-dire on entre. Et là je crois que, je ne suis pas spécialiste de Descartes, mais ce qu'il nous a dit Pierre, c'est une critique du bon sens, c'est que chacun pense que ce qu'il pense, c'est déjà ce qu'il y a de mieux. Je ne veux pas penser plus. C'est-à-dire, il critique le bon sens. C'est pas du tout, il dit, voilà, chacun a son bon sens. C'est ce qu'il y a en tout cas, c'était l'interprétation de Pierre. Donc, pour élucider, le mieux, c'est donner un exemple. Moi, je suis autrichien, j'arrive ici en France, j'avais 22 ans,
Et j'étais au resto universitaire et les Français étaient ironiques. Et même mon meilleur ami, à un moment donné, il me dit, mais est-ce que tu me détestes? C'est-à-dire qu'on joue au second niveau. Et je crois qu'il y a des humours nationaux. C'est pas la même chose, l'humour français d'ironie. Et un ami qui habite à la campagne, avec un voisin anglais, il était très bien avec lui. Et à un moment donné, cet ami, ou pas un ami, lui adresse plus la parole. Et lui, il ne comprend rien. Il dit, mais non, il insiste pour avoir une réponse. Il dit, oui, j'ai l'impression qu'il te manque tout le temps de moi. Et moi, j'ai fait beaucoup de stages ou de séminaires interculturels. L'humour dans des stages, lorsque des entreprises se fusionnent, c'est le plus délicat. Il ne faut surtout pas de l'humour. Vous faites l'humour avec un ironique, avec un anglais ou un allemand, ça ne marche pas du tout. Donc, et moi, c'est justement, maintenant, j'apprécie cet humour français. Qui est-ce qui a vu le film, je sais pas, ça s'appelle Risible ou quelque chose comme ça, où c'est à la cour de Louis XIV, ou à la cour, il faut faire des mots d'esprit. Il y en a un qui essaie de faire des mots d'esprit, et ça ne marche pas du tout. C'est un film très connu, personne l'a vu. Et il se suicide. Alors, dernière chose, où est-ce que, ça aussi, on peut aussi nous raconter des histoires. Et je ne me rappelle jamais d'histoire drôle, il y a une seule, que je me rappelle, donc je vais le partager, c'est un ami qui m'a raconté. Donc c'est un ethnologue qui va en Amazonie, et il veut chercher comment il s'appelle, qui mange des êtres humains. J'ai pris exceptionnellement un apéritif pour m'enivrer, parce que c'est toi qui avais dit ça, quelque chose il faut s'enivrer. Un ethnologue qui cherche un cannibale, voilà, qui cherche une étude de cannibale, rien, il cherche, il est désespéré, et puis il trouve quelqu'un, il dit, ah oui, il n'y en a plus. Il dit, mais pourquoi il n'y en a plus? Oui, je mangeais le dernier. Maintenant, si c'est un café philo, est-ce que, en général, c'est le premier... Les règles, non? Les règles. Il y a des règles. C'est-à-dire, il faut faire signe, on est trop nombreux. Si on est 5 ou 6, ça va. Il faut faire signe, je les inscris, et les premières prises de parole ont priorité. Donc, c'est assez simple. Et si vous me dites votre prénom, c'est aussi très intéressant. Il n'y a qu'en français qu'on puisse dire quelqu'un qui n'a pas de nom est innommable. Il ne peut pas dire ça ni en français, ni en allemand, ni en anglais. Donc, Voltaire et Edith, j'en connais beaucoup, mais pas tout le monde. S'il y a des silences, c'est qu'on réfléchit. C'est très très bien. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur TF1. Pierre, comment tu l'as vécu? C'était dur, non? Je crois que c'était une épreuve. C'était une épreuve. Je vais parler sans micro, là, parce que là j'ai eu ma dose de micro. C'était dur, mais parce que c'est... Je pense que ce qui est difficile, c'est... Il y a des hauts et des bas. Dans le déroulé. Sur ce que disait Edith sur l'ironie et l'humour, le côté greffière, tu vois, on peut passer de l'ironie à l'humour, c'est pas aussi net que ça. Parce que le côté greffière, c'est un compliment aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui note les actes. S'il n'y avait pas eu de greffier, on ne connaîtrait rien du procès de Dreyfus, par exemple. On va prendre un exemple parmi nous. On a fait le procès, là. Et d'ailleurs, voilà, c'est aussi... Les chats, on les appelle des greffiers. Et le chat est un animal extrêmement subtil. Donc tu vois, le greffier, c'est pas forcément une critique. Et comme je disais dans ma conférence, on passe quand même... Il y a des ponts entre ironie et humour. On peut dire qu'il y a... Mais de dire que l'un est méchant et l'autre bon, je pense que l'humour, on peut dire que l'humour n'est pas méchant. Mais l'ironie
vient d'une indignation. Et l'indignation peut venir d'un sentiment du bon. Par exemple, on peut avoir des bonnes raisons d'être en colère. Et donc l'ironie, à ce moment-là, a un rôle à jouer. Et bref, c'était un petit point de détail. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont pris des notes, donc il doit y avoir des questions à poser sur cette conférence assez bizarre, quand même. Moi, ce qui me... Et après, il y a le monsieur. Je veux dire, la philosophie, pour moi, c'est à la fois connaître... Oui, mais attends. Je me suis inscrit. Regarde, je suis inscrit. Ah oui. Non, c'est à la fois connaître le monde, mais aussi connaître soi-même. Puisque Socrate, tout le monde connaît cette phrase, connais-toi toi-même, et Badiou et Lacan, les deux disent que le premier psychanalyste, c'était Socrate. Donc, ce n'est pas uniquement le monde. Et non, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est donc l'analyse de l'esprit du temps, comme dit Hegel, c'est le ricanement. Je ne supporte pas le ricanement. Et les jeunes, ils disent entre eux, ils disent de vanner quelqu'un, de vanner. Le ricanement à la télévision, pour moi, c'est insupportable. Moi, personnellement, peut-être chacun peut dire le type d'humour que je préfère. Moi, c'est un ordel, c'est d'y rire de bon cœur. Et puis, autre chose, un film anglais qui s'appelle Funny Bones. Il y a des gens qui, sans rien faire, Funny Bones, c'est d'avoir des os drôles, des os ou des os. Des os, des os. Des os, pas les humeurs, les os. Des os drôles. Ils n'ont rien à faire, simplement ils se présentent et on rit. C'est pas ton cas. Ça m'arrive aussi de faire rire sans rien dire. Et donc je préfère dire quelque chose comme ça, au moins je sais pour quelle raison ils ont ri. Si je disais rien, je dirais ah, ils se moquent de moi. Et là, comme je parle, s'ils rient, ils ont ri ce que j'ai dit. Ils protègent. Absolument. Le discours est une protection. Alors, merci. Le métro sur le menton. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir assez ri. C'est pas de votre faute. C'est plutôt l'environnement qui a fait qu'on n'a pas toujours capté, hein, avec le bruit et les enchaînements, et puis vos chutes qui étaient drôles. Bon, ça c'est première remarque, donc pour vous remercier. Et deuxième remarque sur cette question différente entre l'humour et l'ironie. Parle plus fort. Moi, ce que j'avais compris de la distinction entre ironie et humour, c'est l'humour, c'est rire de soi-même, faire rire en se moquant de soi-même, alors que l'ironie, c'était rire des autres en se moquant d'eux. Alors, c'est un complément, ou c'est pas antinomique avec ce que vous venez de dire, mais j'avais retenu ça. Et donc, le bon humour, alors je ne sais pas si c'est l'humour anglais, l'humour suisse ou l'humour ivrien, c'est de se moquer de soi-même. Alors, oui et non, parce qu'on peut être indigné par rapport à soi-même aussi. Et on considère, parce que je pense que la définition de Maurienne, et c'est une définition parmi d'autres, que l'ironie juge le réel au nom d'un idéal, avec une indignation à la base. Ça peut aussi s'appliquer à soi-même. On peut avoir de l'ironie envers soi-même. Je pense que la distinction entre ironie et humour n'est pas que l'une s'adresse uniquement à soi-même et l'autre à autrui. Je pense que c'est autre chose. On peut faire de l'humour sur soi-même comme on peut faire de l'humour sur autrui. Mais la nuance est parfois difficile parce qu'on croit faire de l'humour sur autrui et autrui va le prendre comme une gifle. Donc il va croire qu'on est indigné de ce qu'il a fait alors qu'on l'a intégré dans autre chose. Donc il y a toujours un risque de toute façon d'être mal compris. L'ironie peut aussi être mal comprise si on la prend au pied de la lettre. Par exemple, il y a beaucoup d'ironistes qui, si on les prend au pied de la lettre, on rate le message. Et c'est là que les différences culturelles dont vous parlez sont importantes. Parce que par exemple, moi qui ai beaucoup fréquenté Bâle et la Suisse, j'ai remarqué que plein de choses que je disais n'étaient pas comprises. Et au contraire, des choses qui pour moi n'étaient pas drôles dans ce que je disais, ils riaient à gorge déployée. Donc je me dis, tiens, c'est curieux, on n'a pas les mêmes... pour reprendre ce mot d'intersectionnalité, on ne découpe pas le réel de la même façon, on ne voit pas la drôlerie de la même façon. Pourtant, c'est deux pays très proches. Alors imaginons à l'autre bout du monde. Ceci dit, il paraît que les Chinois apprécient beaucoup l'humour français. Et je sais que la réciproque est peut-être vraie aussi. Il y a aussi
l'humour noir, non, ça fait rire jaune. Non, Absolument. Tu vois, avec le temps, tu as ah oui, passé mais en France. c'était contagieux. Voilà. Non, mais il y a aussi, c'est-à-dire, il faut que j'ajoute quelque chose. Il y a Fernandel, et puis il y a l'humour juif. Et qui est, je ne sais pas lequel je préfère, voilà, ce que c'est que Thomas Bernhard, qui n'était pas juif, mais on n'a pas besoin d'être juif pour faire du juif, je pense que j'ai convaincu. Les Français le mettent en scène où c'est une, comment on appelle ça, un humour très exagéré, c'est du, donc le mot, où c'est triste, c'est-à-dire où c'est, comment ça s'appelle, un humour, comment on dit? Comment tu dis en allemand? Ça n'existait pas. Ah, alors je dirais... C'est de... Voilà. Bon. Ah, tu veux dire un humour triste, ça qui... Non, non, vulgairement drôle. Ah, oui, comme Bigard, par exemple, il est... Oui, quelque chose comme ça, comment on appelle ça? Bon. l'humour de caserne, on disait... il n'y a plus de caserne. vulgaire. Et donc, ils ne savent pas, les Français ne savent pas mettre en scène Thomas Bernhard. Parce qu'il fait à la fois rire et pleurer à la fois. Ah, d'accord. Il y a un exemple, il y a un exemple qui Amène-lui le micro, s'il te plaît. c'est pas seulement Ah oui, le micro pour l'enregistrement. Parce que comme ça, les gens peuvent voir. non, c'est pour aller dans le sens que tu disais, tu m'entends. C'est désaffecté. Oui. Non mais c'est comme... Oui, pour montrer que C'est comme l'humour, la clim, c'est comme la clim. C'est désinfecté. C'est vrai. pour reprendre l'idée que l'humour, c'est pas seulement par rapport à soi. Je me souviens à la fin d'un film de Woody Allen, enfin, un ancien film de Woody Allen, où vous connaissez peut-être cet échange. Il va voir un psychiatre, parce que chez Woody Allen, on va toujours voir un psychiatre, un psychanalyste, et il dit, il faut que je vous dise, j'ai un gros problème, mon frère va pas bien du tout. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est difficile de vous dire, mais écoutez, docteur, il se prend pour une poule. Oh là là, non mais là je peux rien pour vous à distance. Non, là vraiment c'est trop grave ce que vous me dites, il faut, écoutez, dites-lui que j'ai besoin de l'hospitaliser. Celui qui vient de dire ça. Ah non, non, docteur, c'est absolument impossible. J'ai besoin des œufs. Donc, enfin, c'est peut-être pas exactement ça à la lettre, mais donc là, c'est pas par rapport à soi. Enfin, c'est voilà. Alors, est-ce que c'est de l'humour juif? Est-ce que c'est de l'humour américain? Je crois que c'est. C'est comme les. Tout le monde sourit, enfin. C'est comme les bonnes pièces de théâtre, il y a plusieurs variantes. L'autre variante, c'est que donc il est interné, et puis au bout de 2 ans, il promet maintenant, je sais que je ne suis pas une poule. Il dit, vraiment, je sais. Il sort, au bout de 10 minutes, il rentre complètement affolé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je le sais, mais est-ce que la poule le sait? Mais on fait autre chose qu'à raconter des blagues. Hein. Un peu sérieux, le livre. Elle va ramener le... Parce que c'est vrai, la philo sérieux, j'ai toujours pensé, ni les dieux juifs ne rient, ni le Christ, ni Bouddha, il sourit. C'est un peu comme la religion, la philo. Il ne rit pas. Pourquoi il ne rit pas? Si chez Sartre, il rit quand il dit, il est au téléphone et dit Dieu rit. C'est dans une pièce. C'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Oui, moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'avais lu un livre de Olivier Mongin qui s'appelle « De quoi rire ». C'est un livre qui est sorti en 2020. Voilà, et alors d'une part, il distingue le rire français et l'humour anglais. Alors on peut revenir là-dessus, mais surtout, il insiste sur le fait que le rire français est ironique parce qu'il est intellectuel et que l'ironie, c'est justement du rire intellectualisé, lié au langage, à la rhétorique et à la faconde verbale, dit-il. Alors que l'humour n'est pas lié au langage,
n'est pas lié à la rhétorique et à la faconde verbale. L'humour, et il parle de l'humour muet, ou comique du corps en situation, comme l'humour de Chaplin, l'humour de Buster Keaton, comme l'humour de Satie, aussi, qui s'en rapproche. Et il a une phrase qui m'a beaucoup plu, parce que ça a correspondu à une expérience que j'ai eue depuis longtemps, c'est que l'ironie est une ironie intellectuelle, et Louis de Funès, jusqu'à la fin de sa mort, jusqu'à la fin de sa vie, pardon, jusqu'à sa mort, il a été très marqué, choqué, ému, attristé par les critiques ironiques de l'intelligentsia, des profs de lettres, des intellectuels qui disaient de Louis de Funès, mais ce sont des pantalonnades. Et j'ai connu moi aussi, dans mon milieu, combien de profs, combien d'intellectuels se moquaient de Louis de Funès quand je montrais des films à la télé à mes petits-enfants qui rigolaient avec moi. Et effectivement, l'humour est généreux. L'ironie n'est pas généreuse. Elle est mordante. Elle est méchante. Et effectivement, je crois que Olivier Mongin a en ce sens raison. Il faut distinguer, comme l'a fait Pierre Kleitman à propos de Descartes, qui valorise l'humour et dévalorise l'ironie. Et voilà, je voulais dire ça. Qui veut D'abord parce que tu prends le bus. On peut encore raconter une blague. Vas-y. Non, c'est Béatrice. Oui, si vous dites le nom, ça serait gentil. Béatrice, vous connaissez. Oui, Béatrice. Oui, bonsoir. C'est notre Béatrice. Bon, je suis unique, hein, c'est ça? Non, c'est Dan. Ah, attends. J'avais entendu notre Béatrice. Pardonne-moi. Oui, non, il y a un humour dont on n'a pas parlé ce soir et que personnellement j'aime beaucoup. C'est l'humour belge. Alors, je ne parle pas des histoires belges que racontent les Français sur nos voisins. Non, pas du tout. C'est un humour qui est basé sur l'absurde, le non-sens. Et il y a un petit livre que j'aime beaucoup de Stéphane de Groot qui s'appelle « Voyage en absurdie ». Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique, quoi. Alors peut-être que l'humour anglais se rapproche un peu de ce côté absurde. Je pense qu'il y a un peu de... Me semble-t-il, Pierre. Alors, pour ce que tu viens de dire sur l'humour belge, oui. Je souscris à 100%. J'avais un ami belge qui avec lui assis à une terrasse de café dans une petite ville de province. Et il y a une voiture décapotable qui s'arrête et le conducteur demande est-ce que vous savez où se trouve le stade? Mon ami belge, qui s'appelait Pierre, d'ailleurs, répond spontanément pourquoi c'est pour un mariage. Et pour moi, c'est l'humour belge. Voilà. C'était extrêmement drôle, c'est de l'absurde et c'était vif sur le vif. Est-ce que tout le monde a compris? C'est l'amour belge ou c'est l'amour belge ou c'est l'humour par rapport au belge? Non, c'est de l'humour belge. C'est de l'humour belge. On n'a pas dit par rapport, c'est l'humour des Belges. Il était belge cette année. Ah bah ça, je te laisse, tu as fait un long séjour chez les Français, il faudrait que tu fasses un petit séjour chez les Belges, et tu verras, ça va te faire le plus grand bien. L'absurde est partout, C'est de l'absurde. Même dans leur peinture. C'est l'idée que pour un mariage, bon, voilà, d'accord, yes.
Mais Nietzsche, déjà, mettait en question dans son rapport avec les Allemands et il y avait cette question de la... Il ne parlait pas de l'humour en tant que tel, enfin je n'ai pas lu en tout cas, mais il y avait cette idée de la difficulté. Moi je pense que ça vient aussi de la structure de la langue allemande, qui est avec ces longues phrases où le verbe est à la fin, où il faut attendre la fin de la phrase pour savoir de quoi il retourne. On perd la possibilité d'intervenir tout de suite, sauf, par contre l'ironie, là, peut se déployer à fond, parce qu'elle prend appui sur cette longue structure pour développer tout un discours qui peut être froid, qui peut être décalé, et ça peut être des grands écrivains utilisent ça en allemand aussi, mais c'est la langue allemande. Et puis moi, c'est mon expérience avec les Suisses allemands. C'est pas encore pareil que les Allemands. J'ai quand même travaillé pas mal avec les Allemands. J'avais toujours cette impression qu'ils éclataient de rire à un truc humoristique, mais avec un léger temps. Il fallait qu'il y ait un temps de le mettre en rapport avec quelque chose. C'était pas spontané. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas tout à fait, c'est-à-dire Nietzsche c'est le léger et le lourd. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas exactement le lui dit la culture allemande, c'est à cause de deux choses, la bière et la pomme de terre, quelque chose comme ça. C'est ça que les Allordi. Et puis il cite beaucoup les Grecs. Pour les Grecs, ils étaient superficiels par profondeur. C'est-à-dire une légèreté superficielle et une légèreté profonde. Et la deuxième chose, c'est, j'ai oublié, tu as dit... Ah oui, par rapport à... Oui, c'est ça. On fait un peu de philo. Donc, quand je veux parler de politique avec des Autrichiens, c'est pas vraiment des Allemands, puisqu'ils sont plus slaves, c'est-à-dire à Vienne, ils sont plutôt slaves qu'allemands. Quand je veux parler de politique, ils parlent philo. En France, je veux parler de philo, ils parlent politique. Ah, excellent. C'est systématique. Pourquoi cette histoire de timidité tu les a impressionnés hein? Non, je pense que le problème, me semble-t-il, c'est que c'est une conférence comme ça, c'est un pavé. C'est un pavé, donc c'est difficile de... Ça m'a demandé un an de travail, donc si chaque truc est tellement articulé, c'est difficile pour quelqu'un qui rentre dedans la première fois de trouver quelque chose à... Ou alors il faut qu'il y ait un point qui est les titiller, ce qui serait pas mal, s'il y a un petit truc dans la conférence qui suscite une remarque, tu vois, mais autrement de la prendre comme thème d'une réflexion immédiate, c'est difficile. Parce que je me souviens d'ailleurs mais je crois que je vous l'avais dit la dernière fois quand j'étais chez Edith, j'ai fait cette conférence, le sens d'humour chez Descartes à Sienne pour des spécialistes de philosophie et de littérature française. Et en fait, ils ne se sont pas marrés du tout. Et à la fin, ils m'ont dit oui, mais c'est pas vraiment de la philosophie parce qu'on ne peut pas critiquer ce que vous dites. Il n'y a pas de place pour de la critique. Vu que je prends toujours je devance la critique en moquant. Et donc j'ai dit oui, c'est vrai, peut-être c'est pas facile de critiquer, mais je pense qu'il y a des points quand même sur l'humour et l'ironie que vous avez bien relevé. Puis il y a certainement d'autres points sur, par exemple, l'air conditionné, le fait d'avoir l'air conditionné. C'est peut-être une définition de l'humour qui est intéressante, mais sans l'avoir. Le fait d'avoir l'air d'avoir l'air conditionné, mais sans l'avoir, me semble-t-il, c'est quelque chose qui peut être une bonne approche dans une société où les choses vont devenir de plus en plus conditionnées, justement. Est-ce que tu te rends compte que tu as dit une chose d'une profondeur philosophique abyssale? Non, mais tu vas me le faire comprendre. C'est pour critiquer quelqu'un efficacement, il faut se mettre sur son terrain. C'est-à-dire, ça s'appelle une critique interne. Si on critique à l'extérieur, ça coule comme de l'eau, derrière l'eau, sur le plumage du canal. Donc, pour critiquer un humoriste, il faut se mettre sur son terrain. C'est-à-dire, il faut faire de l'humour ironique ou quelque chose
Mais il faut se mettre sur le terrain de l'autre si on veut, si on veut critiquer entre guillemets. Oui et non, parce que tu peux aussi prendre une proposition qui est dite, parce que toutes les choses que j'ai dites ne sont pas forcément pour rire. Il y a aussi du... Ah non, là je peux critiquer par exemple Heidegger en français est imbuvable, je comprends pas. Hegel en français largement imbuvable. Mais en allemand c'est un grand poète. Hegel il a des visions, Kant extraordinaire quand il dit, ce sont plus de poètes que Kant dit deux choses mélables dans ce monde, le ciel étoilé au-dessus de ma tête et l'ormarail dans mon cœur. C'est extraordinaire. Oui, mais ceci dit, Schopenhauer a vraiment dit que Hegel ne comprenait pas lui-même ce qu'il disait. Il disait pourquoi? Comme l'histoire. Non, vas-y, dis-moi. Hegel, son amphithéâtre était bondé, plus bondé qu'ici. Et Schopenhauer, il avait 4 étudiants au même moment. Il voulait faire son cours au même moment, mais lui avait 4 étudiants. Et Hegel, il parlait très mal, il avait même des fautes de prononciation, mais c'était tellement passionnant que les gens sont restés. Ici, vous restez. Hein. Oui, mais attends, il y a deux hypothèses pour lesquelles ils sont restés. Soit c'était passionnant, soit ils ne comprenaient rien, ils espéraient avoir la solution à la fin. Et donc, de semaine en semaine, tu vois, il faut toujours ménager cette possibilité. On n'est pas un duo, là. Non, mais c'est pour digérer votre pavé, on reste pour commander un autre pavé. Ah bah oui. Oui. Non. Comme on a besoin de digérer votre pavé, et pour bien le digérer, on reste pour commander un qui va permettre de le passer. Et vous connaissez tous la chanson, faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Salvador, Henri Salvador, sur les paroles de Maurice Vian. Eh bien, c'est ça l'humour juif. C'est l'humour, c'est rire du malheur, de son malheur, pour le dépasser, pour s'en préserver. Il y a un auteur qui s'appelle Freddy Raphaël, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Rire pour réparer le monde ». Et il y a eu au musée d'art et d'histoire du judaïsme une exposition sur Pierre Dac, et qui effectivement est une exposition qui met en évidence comment Pierre Dac, l'humoriste, n'est pas un railleur, ni un ironiste, un humoriste qui a écrit les Loufoques, qui a parlé du schmilblick, de ce qui n'est rien mais qui est tout en même temps, et qui est parti à Londres, qui a résisté, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il s'agit effectivement de faire rire pour réparer le monde qui va mal, pour empêcher le ciel de tomber ou pour réparer le monde qui va mal. C'est l'humour, effectivement, c'est pas l'ironie, c'est pas la raillerie, c'est pas... On dit aussi, il y a l'humour vache. Non, je suis pas d'accord avec cette expression, l'humour vache. Par contre, effectivement, quand Pierre Kleckmann insiste sur le fait que la physique de Descartes c'est un scientifique, bon, sa physique qui fait de l'homme un automate, et y compris de la pensée, l'âme, de la pensée, en liaison avec l'automate. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Comme l'a dit Pierre Kleckmann, me semble-t-il, Descartes a voulu insister auprès des humains sur le fait que, eh bien, il faut avoir l'air d'être une pensée qui pense pour agir sur les automates.
il y a quelque chose que... On a la philosophie, on a... C'est Fichte qui a dit ça, c'est la philosophie qu'on a dépend du tripes qu'on a, c'est très profond. Et c'est vrai, moi je dit, il y a aussi l'humour pirouette. Pirouette, cacahuète, c'est-à-dire insaisissable. Et Lacan n'était pas, il dit l'humour juif, qui est à la fois de se consoler. Il a dit une chose qui m'a bouleversé. Il a dit Deleuze, Derrida, Lyotard, etc. Non, c'est son gendre qui dit ça, son gendre, qui dit son beau-père, le docteur Lacan. Tous ces gens-là, ils jouaient. Lacan ne jouait pas. Et aujourd'hui, avec le look, on est tous des acteurs, il y a des rôles, quel rôle tu as? Je crois qu'aujourd'hui, on nous demande de jouer. J'adore l'italien, parce que là, on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu es? Il dit, ici, en allemand, en français, il dit ingénieur. Et en italien, il dit il fa ingegnere, il fa medico. Il fait l'ingénieur, il fait le médecin. Et donc, ici, le rôle social, c'est on croit que tout le monde joue. Tout le monde joue. Je crois, non, on ne joue pas tout le temps. Là, on joue ce soir. On ne joue pas tout le temps. Ça jette un froid. Les gens sont venus pour jouer. Jeter un froid en période de Vas-y. Ne t'excuse pas de jeter un froid en période de réchauffement climatique, c'est toujours très apprécié. Monsieur. C'est l'air conditionné sans l'air conditionné. Je sais pas, il y en a qui... Oui. Muriel, non? Qui est-ce qui parle toujours? J'ai déjà parlé. Oui. Non, Christian. Christian. T'as pas d'excuses. Qu'est-ce que tu en penses? De l'humour? Ah, l'humour. C'est une époque de ma vie où j'aimais bien faire rire les gens. Et je disais souvent, on ne se moque bien que des gens qu'on aime bien. Et donc, dans les réunions, bon, il y avait beaucoup de réunions, etc. Je recevais beaucoup à l'époque. Et bon, mais parfois, après, avec du recul, je me disais, mais en fait, l'humour, c'est une question d'interprétation aussi. Parce que chacun peut interpréter les paroles d'un autre d'une manière différente. Donc, parfois, je me posais la question, oula, est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Parce que quand on se moque de quelqu'un, qu'on est tous les deux l'un en face de l'autre, bon, c'est marrant, on se tape sur l'épaule, etc. Mais quand on est en groupe et qu'on se moque d'une personne, même gentiment, ça peut être interprété d'une manière différente. Donc, l'humour, c'est aussi à manier avec précaution, à mon avis. Tu m'as aidé là, tu m'as aidé. Tu comprends? Voilà, c'est Christian qui m'a donné l'idée. Voilà. Ah oui, il faut se mettre d'accord sur la fin, hein, c'est-à-dire la fin IN, hein, la fin ça vient après. La fin aussi est FAIN. Il faut, moi je propose qu'on... Non, je ne peux pas tout de suite, il est quelle heure? Il est 9h30, il est déjà 9h30. Il est 9h30. Alors, je demande toujours à la fin, c'est un dernier mot qui évite la frustration post-débat. Vous savez ce que c'est? La frustration post-débat, c'est qu'en sortant, on se dit, zut, c'est ça que j'aurais dû dire et je ne l'ai pas dit. Donc, quelqu'un peut déjà éviter cette frustration post-débat que vous aurez voulu dire si vous l'aviez su maintenant. Moi, personnellement, je n'ose pas trop prendre la parole en public, mais comme on a beaucoup discuté sur Est-ce que vous pouvez mettre le menton?
humour et sens de l'ironie, pour moi, ça représente un masque. On camoufle la vérité. On ne veut pas dire directement ce qu'on pense. Alors c'est peut-être, ça passe mieux, mais malgré tout, il y a un dévoiement, on dit ça, de la vérité. C'est surtout ça que ça m'inspire, moi. Oui. Le mot de la fin ou c'est ce que dit Freud dans Le mot d'esprit. Freud, il a écrit un petit bouquin très facile à lire qui s'appelle 5 leçons sur la psychanalyse en 1905. C'était 5, comment on dit, vulgarisations, 5 leçons pour vulgariser son approche, ses recherches. Et dans la 3e leçon, il explique ce qu'est le rêve, le cauchemar et le mot d'esprit. Il raconte l'anecdote suivante. 2 commerçants qui veulent se montrer et faire partie de la bonne société font faire leur toile, leur portrait à un peintre célèbre. Et il invite les gens de son entourage à une soirée avec moult boissons, repas, etc. pour montrer les 2 toiles, les 2 peintures qui ont été faites. Et comment on appelle celui le critique d'art, qui est invité aussi, qui fait partie de la bonne société, qui va faire un article dans le journal pour indiquer donc ce fait. Le critique d'art regarde les 2 toiles longuement, hoche la tête et dit au commerçant: où est le Christ? Comparant le fait que effectivement le Christ est entre les deux brigands. Donc effectivement, conformément à ce que tu viens de dire, eh bien l'humour, le mot d'esprit, ce n'est pas l'ironie méchante, mais c'est effectivement le fait de faire connaître la vérité qu'on ne veut pas dire. Il y a Pierre, tu sais que je ne serais pas venu si tu ne serais pas cautionné par un des plus grands philosophes, par Blaise Pascal. Sinon, s'il n'y avait pas écrit ça, je ne serais pas venu. Puisque la vraie philosophie consiste à se moquer de la philosophie. Vous savez ? La vraie philosophie consiste à se moquer, mais si je n'avais pas lu ça, je t'aurais boycotté. Tu m'aurais quoi? Boycotté. Oui, mais tu ne savais pas encore ce que j'allais dire. Je te connais. Ah. Mieux que tu me parles. Ça me fait plaisir. J'aime bien les gens qui me connaissent. Alors, maintenant, on passe, oui. Les conférences de livres sont oui. en Voilà. vente. Justement, Ah, j'allais dire, j'ai un parce client. qu'on n'a pas apprécié à sa juste valeur votre conférence, et comme elle est dans votre livre, hein, je vais tout de suite en acheter avant qu'il n'en y ait plus, parce qu'il a quelques exemplaires. Merci, monsieur Nagui. On applaudit notre conférencier.